Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes. Et nous les décryptons avec nos experts et nos invités, parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. Virginie n'a que 5 ans quand son grand frère de 11 ans commence à abuser d'elle. Il lui impose des attouchements et l'oblige à le masturber et à lui faire des fellations. Les années passent, la petite fille grandit et les abus continuent, mais Virginie peine à réaliser l'emprise que son grand frère a sur elle. Pourtant, presque quotidiennement, il abuse d'elle et la viole digitalement. Mais Virginie ne dit rien à personne, elle se mure dans le silence. Et à l'âge de 10 ans, un jour où elle est seule avec son frère, il va aller jusqu'à la sodomiser. Le calvaire de Virginie va durer encore 6 ans, jusqu'à ce que son tortionnaire quitte le domicile familial. La jeune fille tente alors de mener une vie normale, mais elle reste tentée par les violences subies durant son enfance. Virginie sera en direct avec nous. Le 1er novembre, Brigitte tente de joindre Céline, sa fille âgée de 29 ans. Après plusieurs tentatives, Céline finit par décrocher, mais elle ne semble pas dans son état normal. Et quand Brigitte lui demande de parler à ses petits-enfants, elle lui indique qu'ils sont couchés. Inquiète, Brigitte décide alors de se rendre chez sa fille, à Gergy, en Saône-et-Loire. Sur place, elle découvre Céline, allongée sur le sol. Une bouteille d'alcool et des médicaments sont à ses côtés. Paniquée, Brigitte redoute le pire et se rend immédiatement dans la chambre de ses 3 petits-fils. Les corps de Liam, 6 ans, et des jumeaux de 18 mois gisent dans leur lit. Ils ont été assassinés. Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindoki, nous vous parlerons de cette psychologue qui a été attaquée par un détenu. Ça s'est passé mardi à la prison de Saint-Martin-de-Ré. Il a tenté de l'étrangler et il a heureusement été sauvé de justesse. Et pour analyser avec tous ces histoires, répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de Crimes et Faits divers à la quotidienne sont aujourd'hui maître Florence Rouas, avocate pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pascal Neveu, psychanalyste, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, ce sera avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Virginie grandit auprès de ses 2 frères et de ses parents aimants et protecteurs. Et pourtant, c'est dans cet environnement chaleureux que le pire va se produire. Alors qu'elle n'a que 5 ans, Virginie est abusée pour la première fois par son grand frère qui a 6 ans de plus qu'elle. Le jeune garçon met en place des jeux pervers et se sert de sa jeune sœur pour assouvir ses pulsions sexuelles naissantes. Presque quotidiennement, Virginie est contrainte de le masturber et de lui prodiguer des fellations. Le jeune adolescent lui fait également subir des attouchements et la viole avec ses doigts. Mais Virginie n'ose en parler à personne et se mure dans le silence. Lorsqu'elle a 10 ans, son grand frère passe un cap supplémentaire dans l'horreur. Il lui fait subir une pénétration anale. Virginie prend alors conscience de la gravité de la situation, mais elle est sous l'emprise de ce frère qui continue à la violer et elle est submergée par la honte et la culpabilité. Après plus de 10 ans de calvaire, son grand frère quitte finalement le domicile familial et les abus cessent. Virginie tente alors de mener une vie normale, mais ses douloureux souvenirs d'enfance continuent de la hanter. Et grâce à une rencontre avec une thérapeute, elle va trouver le courage d'affronter sa famille et de rompre le silence. Avant de recevoir Virginie en direct sur ce plateau, retour sur des années d'abus sexuels. Nous sommes à Villiers-le-Mahieu, un petit village des Yvelines. C'est ici que grandit Virginie, entourée de ses parents et de ses 2 frères, dans une famille aimante et chaleureuse. Mais la petite fille est loin de s'imaginer que c'est au sein de ce cocon qu'elle va vivre le pire. Virginie n'a que 5 ans lorsque son grand frère de 11 ans aurait commencé à abuser d'elle. Il lui montre régulièrement son sexe, tout en lui demandant de le masturber. Et il lui impose des attouchements. Le jeune garçon aurait également pour habitude de s'allonger au sol et de regarder la fillette, nue, s'accroupir sur son visage pendant qu'il se masturbe. Une scène récurrente dont le petit frère de Virginie aurait été témoin à plusieurs reprises. Dès lors, Virginie s'imagine qu'être nue devant son frère ou le fait qu'il la touche et la pénètre avec les doigts est normal. Alors, inlassablement, son frère réitère.
Et lorsque Virginie atteint l'âge de 10 ans, il franchit un cap supplémentaire. Un jour, frère et sœur sont seuls dans le salon familial. Et alors qu'ils sont tous les deux nus, le garçon aurait tenté de pénétrer vaginalement sa petite sœur. Mais alors qu'il n'y parvient pas, il décide de procéder autrement. L'adolescent aurait alors sodomisé la fillette de 10 ans. Un véritable choc pour l'enfant, qui reste sidéré. Virginie grandit tant bien que mal et devient une adolescente solitaire. Submergée par la honte et la culpabilité, elle est toujours incapable de confier à ses parents ce qu'elle a subi. D'autant que l'adolescente est toujours sous l'emprise de son grand frère. Il continuerait à abuser d'elle dans le garage ou encore durant les vacances sur le voilier familial. Et sa perversité va encore plus loin. Désormais, il va jusqu'à mettre en scène sa sœur. Il aurait par exemple demandé à Virginie et à un jeune garçon de se toucher mutuellement devant lui. Ce n'est qu'en 1992 que Virginie parvient à sortir des griffes de son prédateur. Cette année-là, son grand frère quitte le domicile familial et cela sonne comme une libération pour la jeune fille, qui a désormais 16 ans. Déterminée à avancer, la jeune fille va devenir chef maquilleuse à l'opéra. Mais cette vie bien remplie et épanouissante ne suffit pourtant pas à lui faire oublier les traumatismes de son passé. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Avant que tous ces faits se produisent, quelle était l'ambiance dans votre famille? Vous étiez dans une famille aimante, a priori équilibrée? Oui, tout à fait. C'est vraiment, on va dire, l'archétype de la famille heureuse, aimante, avec beaucoup d'activités culturelles, artistiques, beaucoup de bonheur en fait, on va dire en surface. Vos parents prenaient soin de vous? Oui, énormément, oui. Ils passaient beaucoup de temps. On avait une qualité vraiment de vie, une qualité d'amour aussi, qui était vraiment importante. Oui. Alors, vous avez un grand frère, plus âgé, donc celui dont on parle, qui a 6 ans de plus que vous, et vous avez un petit frère aussi, c'est ça? Un petit frère, qui a 4 ans de moins. Tout à fait. Donc vous êtes la fille au milieu. Les problèmes avec votre grand frère vont commencer quand vous avez 5 ans, donc lui en a 11. Oui. Ça commence comment? Alors, c'est vrai que c'est des actes un peu flous, c'est des flashs en fait, ce que j'écris pas mal aussi, je décris dans mon livre. Ce sont des flashs, on sent que ce sont des malaises, c'est des mises en scène, hein, sans arrêt dans sa chambre ou dans n'importe quelle situation, dans quelle, on va dire, pièce de la maison, ou comme est cité dans le reportage, sur le bateau, mais n'importe où en fait. Dès qu'il a une pulsion, il faut que je sois vraiment à ses côtés. À sa disposition. À ses dispositions, oui. Vous vous souvenez de la première fois ou pas? C'est un peu flou. J'ai vraiment des flashs. C'est typique d'ailleurs des victimes. Après, moi, j'ai jamais eu la mémoire post-traumatique comme beaucoup ont les victimes. Donc, j'ai toujours vécu avec ces souvenirs, malheureusement. Vous n'avez jamais eu l'amnésie, en fait? Non, voilà. Moi, j'ai toujours donc continué à mettre ça d'un côté, dans un bout de mon cerveau et continuer ma vie, en fait. D'abord, ça va commencer par vous qui êtes nu face à lui, c'est ça? Et puis oui. Au fur et à mesure, il va aller de plus en plus loin? Oui, c'est ça. Après, c'est que plein de jeux, c'est des jeux pervers. Mais il fait toujours ça dans l'amusement. Donc, comme on pense que son frère est bienveillant, on pense que c'est normal que ça se passe dans les autres familles, ça se passe pareil. Donc, on joue avec lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne comprenez pas que c'est pervers? Non, pas du tout. À 5 ans, on n'imagine même pas. Et même en grandissant, on n'imagine même pas. Parce que on imagine que ça se passe pareil dans toutes les autres familles et que les frères et sœurs font ces jeux-là. Vous n'avez pas envie d'en parler à vos parents à un moment? Parce que c'est toujours ce qui est étonnant, c'est que quand on a le sentiment que c'est normal, au fond, on a envie de se dire qu'il n'y a pas de tabou pour en parler. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite voix au fond de vous qui vous dit c'est pas si normal que ça? Non, on n'a pas conscience en fait. On n'a pas conscience et on ne parle pas. Et c'est vraiment... Et pourquoi vous n'en parlez pas alors?
on n'en parle pas parce que c'est vrai que au fur et à mesure quand même, il y a je pense que la conscience quand même qui arrive et puis je vois que ces jeux quand même deviennent de plus en plus approfondis. Donc là, on commence à se poser des questions. Mais on est incapable de parler. On est même pas. On est incapable d'aller voir ses parents pour leur dire mais est-ce que c'est normal? On dit rien. Il va vous violer à plusieurs reprises, avec des fellations, digitalement. Puis un jour, il va aller encore plus loin quand vous avez 10 ans, puisque là, il va vous sodomiser. C'est presque un déclic à ce moment-là, non? C'est presque l'acte de trop? Oui, à ce moment-là, je suis adolescente. Donc à ce moment-là, j'ai les cours à l'école de sciences naturelles. Et on s'occupe de l'anatomie. Et d'un coup, je m'aperçois que les agressions sexuelles, d'un coup, c'est plus du tout, c'est pas normal. Et là, surtout, vous comprenez que c'est une agression sexuelle. Oui, voilà. C'est surtout ça, en fait. Oui, voilà. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu, on se mure, on se paralyse et on ne peut plus parler. Et c'est trop tard, en fait. Là, vous avez 10 ans quand cet acte va être commis. Donc lui, il en a 17, c'est ça? Donc là, il est très conscient de ce qu'il fait. Oui. Oui, il est tout à fait conscient, parce que c'est ça, en fait. La maladie, en fait, entre guillemets, des prédateurs sexuels, c'est que c'est une véritable pathologie. Ils ont tout à fait conscience. Et puis, en plus, ils savent très bien ce qu'il fait sur moi. Donc, c'est toujours en catimini, c'est toujours dans le secret, c'est toujours... il faut rien dire. On sent bien qu'il y a une relation de complicité, de privilégié qui croît entre sa sœur et c'est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à casser ce schéma-là. Mais vous, dans ces années-là, vous avez quel sentiment pour votre frère? Beaucoup d'amour, en fait. C'est ça qui est très pervers, entre guillemets. C'est qu'on a une admiration pour son frère et on pense que c'est que de la bienveillance. Et on pense qu'il nous fait du bien, qu'il nous veut du bien. Donc on y va, on ne réfléchit pas. On ne nous a pas expliqué, on ne nous a pas dit que le mal et le bien. Surtout quand ça commence à 5 ans. On ne nous a pas appris à respecter son corps. Mais c'est-à-dire qu'à 10 ans, quand votre frère passe à l'étape supérieure, vous avez le sentiment qu'il vous veut du bien? Encore? Là, je commence à me poser des questions. Mais le problème, c'est que je suis déjà dans cette emprise. Et là, je ne peux plus parler. Je suis tétanisée, en fait. Et ce qui va m'arriver pendant des années, en fait. Je suis en mode sidération, en paralysie totale. Vous avez un petit frère aussi, on l'a dit. Ça se passe comment avec lui? Vous voulez dire maintenant ou... Non, à l'époque. À l'époque, eh ben, en fait, il est témoin de toutes un peu de ces scènes, mais il s'en souvient pas. Ce sont des flashs, c'est assez flou. Il a du mal à mettre des mots, donc c'est un peu confus pour lui. Mais il est témoin, oui. Et il prend du plaisir, mon grand frère, que mon petit frère soit là. Ah, il aime être regardé? Oui. Quand vous avez 10 ans, votre petit frère, lui, à quel âge? 6 ans? Oui. C'est ça, donc il est trop jeune aussi pour parler? Et voilà. Il comprend pas. Il comprend pas ce qui se passe, donc il met pas des mots, lui aussi. Il y a quand même un jour, alors que vous êtes chez des cousins, je crois, il y a une des cousines qui va ouvrir la porte quand votre frère est en train de vous violer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, en fait, elle ferme la porte. Elle a vu quelque chose, mais elle referme. Et elle s'en souvient pas, elle, par contre. Non, maintenant, en tant qu'adulte, elle s'en souvient pas. Vous vous souvenez de la scène? Bien sûr. Et là, j'avais un espoir que j'avais un allié, j'avais quelqu'un qui pouvait enfin parler. Et même pas, la porte s'est refermée et le silence s'est tu encore. Il va y avoir également plusieurs scènes qui vont se dérouler sur un bateau. On le disait. Là encore, il n'y a pas de témoin? Non. Il fait toujours en sorte qu'il n'en soit que tous les deux. Il arrive toujours à trouver ces moments de complicité. Mes parents ne sont pas là, mon petit frère non plus. C'est toujours des moments vraiment en tête à tête. La perversion va être poussée assez loin, puisque un jour, il fait même venir un de ses camarades. Oui, oui. En fait, il nous fait des mises en scène. Il prépare une mise en scène. On se retrouve justement dans un lit. Et lui, il est spectateur. C'est-à-dire qu'il fait venir un camarade, il le met avec vous dans un lit, c'est ça, et lui, il regarde. Oui. Et il nous demande de nous toucher. On est petits à ce moment-là. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'ai 7-8 ans. Voilà.
on est petit, donc on comprend pas, on trouve ça même drôle sur le moment. Son camarade, en revanche, va en parler à ses parents, je crois. Oui, en fait, c'est la maman qui intervient. Et à ce moment-là, à demi-mesure, elle crie au scandale. Mais, Et sa maman en parle à vos parents à vous? Oui, à ce moment-là, mais on met ça sur le compte de jeux d'enfants, de jeux de docteur, et on n'en parle plus. Vous pensez quoi? Qu'elle n'a pas voulu voir, votre maman? En fait, il y a eu beaucoup de situations où on aurait pu voir et on n'a pas voulu voir. Des portes qui auraient pu s'ouvrir. Il y avait des indices, mais que ce soit dans ma famille ou mes parents, il pouvait y avoir des indices, oui. Et pourquoi on n'a pas voulu voir? C'est la question. Vous la posez? Maintenant, non. Vu le cheminement que j'ai, non. Mais vous l'avez posé à vos parents? Oui, bien sûr. C'était un long parcours familial après avoir dit la vérité. Et c'était justement toutes ces questions. Me demander pourquoi ils n'ont rien vu, pourquoi ils n'ont rien fait. Mais non, ils étaient très occupés, mes parents. Ils étaient très aimants, mais des activités professionnelles qui leur prenaient beaucoup de temps. Et malgré que ma maman était là pour nous éduquer, elle s'occupait de nous, mon frère était tellement pervers et était tellement menteur qu'il arrivait toujours à trouver des moments quand ma mère avait le dos tourné. Vous en voulez à vos parents de ne pas avoir vu? Alors quand j'ai dit la vérité, oui. Et donc ça fait plus de 8 ans. Et maintenant, avec tout le cheminement que j'ai eu, non. On a fait un long parcours, un chemin familial qui est dans la résilience et dans la bienveillance. Je suppose que dans ce chemin, vous avez essayé de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de votre frère. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête pour vous? C'est une grande question et je me la pose encore maintenant, puisque je n'ai plus du tout de contact avec lui. Je n'ai plus de contact avec sa famille, avec ses enfants. Et surtout, c'est que je me dis que par rapport à ma propre famille, à mon histoire familiale, où il y avait déjà un grand-père qui était déjà un prédateur, j'ai pas mal étudié la méthode transgénérationnelle. Et c'est une méthode où ce sont les bagages qu'on transporte de génération en génération, les traumatismes, les deuils et les dénis, en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la méthode transgénérationnelle m'a appris justement qu'il peut y avoir un lien avec mon grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre grand-père? Alors, mon grand-père a fait beaucoup de dégâts dans ma famille. Alors, il est vrai que c'est un véritable déni familial du côté de mon papa. Et c'est vrai que mon livre qui est sorti il y a quelques mois est un peu une explosion familiale. Mais c'était pour poser des mots sur des mots, M-A-U-X, parce que ce sont des faits et il ne faut pas les renier. Et c'est surtout qu'il faut avancer, parce que ça les ronge de l'intérieur, ça ronge toute cette famille. Et je voudrais être ce petit maillon qui justement brise tout ça pour qu'on soit en fait dans cet apaisement et cette sérénité, pour que tout le monde justement oublie, entre guillemets. Parce que moi je n'oublierai jamais, évidemment. Je vis différemment. Juste, excusez-moi de vous reposer la question, mais si vous ne voulez pas répondre, vous me dites, mais votre grand-père a fait quoi? Si vous ne voulez pas répondre, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Oui, disons que si les gens veulent savoir, c'est écrit dans mon livre, voilà. Comme c'était une histoire familiale qui est un peu compliquée. C'est des agressions sexuelles? Oui, bien sûr, oui, voilà. Bien sûr, de l'inceste, voilà. Beaucoup, voilà. Et vous pensez que tout ça s'est transmis, au fond, dans la famille, que vous êtes presque indirectement victime de ce qu'a fait votre grand-père, en fait, parce que ça s'est transmis, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a une enfant, en fait, entre guillemets, qui est née illégitimement. Et on est nés le même jour, d'ailleurs. Donc ça a été un peu le premier enfant de la honte, on va dire, qui n'est pas reconnu en tant que tel dans cette famille. Donc je suis un peu le maillon de la vérité pour établir tout ça, parce que je ne comprends pas. Et moi, je me dis que on a besoin d'avoir ces vérités et que ce grand-père, oui, il faut mettre des mots, il faut dire que c'était pas quelqu'un de bien. Mais voilà, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Et moi, j'ai fait un énorme travail, justement, pour lui redonner ce qui ne m'appartenait pas. C'est-à-dire la honte, la culpabilité. Je ne voulais pas transporter toutes ces douleurs. Et c'est ce que j'ai fait avec ce livre aussi, pour ne pas transmettre à mes enfants. Tout ça s'est arrêté pour vous quand votre frère est parti, puisqu'il était plus âgé. Donc à un moment, il est parti de la maison. C'est un soulagement où vous étiez... Parce que vous m'avez dit que vous l'aimez, ce frère. Oui.
Vous étiez triste de le voir partir? Assez paradoxalement d'ailleurs. Exactement, c'est paradoxal parce que je suis soulagée, j'ai plus ces regards pervers, j'ai plus... parce qu'en fait, il a une adoration pour moi, c'est très ambigu. C'est même limite une relation amoureuse. Il m'aime physiquement, dans tous les sens du terme. Et c'est un peu perturbant quand on est adolescente, évidemment, quand on commence à se chercher. On ne comprend pas pourquoi notre grand frère fait tout ça avec nous. Donc, Et quand il est parti, vous aviez quel âge? j'avais 17. Vous avez 17 ans, ça veut dire que depuis 2-3 ans peut-être, vous commencez à avoir des relations avec des garçons. Ça se passe comment avec eux? Alors, ce que j'explique aussi, en fait, la plupart des victimes sont justement, on se retrouve en fait dans une spirale infernale. C'est-à-dire il y a un melting pot, on va dire, dans le schéma des victimes. C'est soit la boulimie, l'anorexie, les tentatives de suicide, les dépressions, et puis justement l'addiction au sexe. Donc, c'est ce qui vous est arrivé? C'est ce qui m'est arrivé, voilà. Parce qu'en fait, on m'a pas appris à respecter mon corps à 5 ans. Donc plus j'ai grandi, plus j'ai cette dissociation qui est typique des victimes, la dissociation du corps et de l'esprit. Et en fait, on grandit avec ça. Donc en fait, notre corps est un objet. Donc c'est pas grave si on enchaîne. Est-ce que vous preniez du plaisir dans la relation sexuelle? Ou c'était une étape parmi d'autres sans grande valeur? Si, j'avais la conscience quand même. Donc si, il y a toujours eu cette notion. Parce que pour beaucoup de personnes qui ont été violées comme vous, ensuite le corps devient juste un objet presque inerte, en fait. Et... Oui, je rencontre beaucoup de victimes, voilà, évidemment, et c'est le cas. En fait, on est toutes un peu différentes sur les façons que ça se manifeste au niveau du corps, mais il y a quand même un dénominateur commun où on ne supporte pas son corps, en fait. C'est comme une barrière et comme il faut absolument qu'on se dissocie de tout ça. On regarde la scène de l'extérieur, en fait. Quand votre frère s'en va de la maison, il vous manque? Non, il me manque pas, mais c'est vrai que quand il revient pour les manifestations familiales, je suis contente de le voir. J'ai encore cette emprise, en fait. Cette fameuse emprise, parce qu'on ne comprend pas. L'emprise bourreau-victime est juste insupportable, et c'est ça que j'essaye de dénoncer aussi à travers mon livre, parce que l'emprise est pour n'importe quelle les violences conjugales, au travail, et c'est pareil, on le voit sur pas mal de situations, mais c'est vrai que l'emprise sur le bourreau, on va dire prédateur sexuel, c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'on est lié à lui, et que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous dit, il nous met dans son secret, et on est sidéré. Quand il revient pour les fêtes ou les réunions familiales, il recommence avec vous? Non. En fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais lui ne fait rien? Non. Il retente pas de vous violer? Non. Là, c'est comme si on n'en parlait plus. On n'en parle plus, voilà. Comme si c'était rien passé. Et vous y repensez, vous, quand vous le voyez dans ces réunions? Parfois. Et puis, il y a la fameuse scène où mon fils a 2 ans et demi, donc c'est pas très très vieux. Et à ce moment-là, il vient me provoquer, en fait. Et là, il me dit, tu te souviens? Et il rigolait, ça faisait rire. Et là, j'étais encore sous l'emprise. Et j'ai compris que je m'en sortirais jamais parce que même adulte, c'est-à-dire j'avais 27, 28 ans, je me disais, je vais pas m'en sortir. Je suis encore à l'écouter, à pas pouvoir crier, à pouvoir hurler, parce que j'avais mes parents à côté, j'avais le père de mon fils qui était à côté. J'aurais pu vraiment hurler à ce moment-là. J'en étais incapable. J'étais encore sidérée dans la sidération. Ça, c'est typique des victimes, la sidération. On va revenir au moment où il quitte la maison, parce qu'après le départ de votre frère, vous construisez votre vie professionnelle et personnelle. Et en parallèle, lui se marie, il devient papa, il a 2 enfants. Vous continuez donc à le croiser dans les fêtes de famille, mais faites comme si de rien n'était. Mais après 10 ans de thérapie, vous décidez de rompre ce silence en racontant tout à vos parents. Désormais adulte, Virginie est accomplie professionnellement. Mais personnellement, rien ne va. La jeune femme se perd dans de nombreuses relations amoureuses et sexuelles sans lendemain. Quant à son grand frère, lui est devenu papa de 2 enfants. Et il mène une vie paisible. Chaque année, Virginie est d'ailleurs contrainte de le revoir pour les fêtes de famille. Frères et sœurs font alors comme si rien ne s'était jamais passé. Le trentenaire, lui, n'hésite pas à faire des remarques
déplacé à Virginie. Et il alimente ce climat incestueux. En 2009, alors que Virginie est tombée dans une profonde dépression, elle fait la connaissance d'une thérapeute. Et au fil des séances, cette professionnelle met le doigt sur les secrets, les mensonges et les tabous de sa famille. Après 10 ans de thérapie, il est désormais temps, pour elle, de rompre ce cercle vicieux. Virginie va alors livrer la vérité à sa mère, qui est en état de choc. Puis elle va en parler à son père. Tous deux peinent à encaisser la vérité. Leur fille leur propose alors de rencontrer ensemble sa thérapeute afin de mieux comprendre et débloquer la situation. Et cela va porter ses fruits. Car 1 an plus tard, lors de vacances en famille, les parents de Virginie décident enfin d'en parler à leur fils. Lui est confus et il s'en mêle dans ses explications. Il ne mesure même pas l'impact que ses actions ont eu sur sa petite sœur. Et il va rejeter la faute sur ses parents. En 2017, Virginie décide enfin de déposer plainte contre son frère aîné, mais il est trop tard. Les faits sont prescrits. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Virginie. On va revenir sur ce moment où vous l'annoncez à vos parents. Après 10 ans de thérapie, vous décidez à franchir le pas avec des réactions très différentes. D'abord, la réaction de votre maman. La réaction de ma maman, évidemment, elle est bouleversée. Elle vous croit tout de suite? Oui, bien sûr. Mais tous les deux, ils me croient tout de suite. Et ma mère, évidemment, c'est juste un cataclysme. C'est juste terrible d'apprendre, surtout quand c'est ses propres enfants. Donc ma mère est vraiment dans l'amour, dans l'empathie. Elle me prend dans ses bras. Voilà. Mon papa a une réaction différente parce que, évidemment, il est lié à son clan familial, avec son histoire familiale qui est très dure. Et le fameux grand-père? Et le fameux grand-père. Il n'a pas les réactions appropriées comme je voudrais, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il a tendance un petit peu à ramener à sa propre douleur. Il ne prend pas la mesure de mon statut de victime. Et même plutôt il y aurait le statut de victime de mon frère plus que de moi. Il s'en veut quand même. Il se demande comment il n'a pas pu voir ça. Ah bien sûr, c'est terrible pour mes parents. C'est très très difficile d'entendre ça. Là aussi, tous les deux sont en sidération. C'est insupportable d'entendre ça, surtout quand je suis quand même pas toute jeune et que j'avoue ce secret inavouable. Il y a votre petit frère. Comment il réagit, lui? Pas comme vous l'espérez? Non, lui aussi est en totale sidération. En fait, ils ne prennent pas la mesure de ce que j'ai vécu. Peut-être qu'ils mettent encore les mots sur des jeux d'enfants, sur des jeux de docteurs. C'est vraiment, une fois que j'ai vraiment montré le procès-verbal, je serais obligée de lire le procès-verbal, que là, ils prennent conscience que ce ne sont pas des jeux d'enfants et que c'est grave. Il vous dit quoi, votre petit frère? Mon petit frère est très pudique. C'est un déchirement total pour mon petit frère, parce qu'on est très très proches et que inconsciemment, je l'ai protégé de mon grand frère. Et je lui donnais tellement d'amour, j'étais tout le temps avec lui, je ne voulais pas qu'il subisse la même chose. Donc il le sait, ça, mon petit frère, et que maintenant, adulte, c'est difficile d'encaisser tout ça. Il se souvient qu'il assistait à quasiment tout? C'est très flou pour lui, très très flou. Non, pas vraiment, c'est flou. Quant au grand frère, en fait, il va falloir 1 an à peu près, c'est ça? Oui. Pour que tout le monde se décide à lui en parler, à faire cette fameuse réunion familiale. Il dit quoi? En fait, ils se mettent un peu à l'écart de la femme de mon frère et de ses enfants, et il nie pas. Il est très calme en disant que, ah bon, elle s'en souvient, mais c'était des jeux d'enfants. Donc il ne prend pas la mesure de ce qu'il a fait. Ou il ne veut pas l'apprendre? Les deux. Il veut pas. C'est très compliqué, en fait. On étudie énormément, d'ailleurs, justement, les prédateurs. Vous pensez qu'à 18 ans, 19 ans, on n'est pas conscient de ce qu'on fait? Il y a pas mal d'études là en ce moment, et justement il y a un hôpital à Montpellier là qui est en train justement de s'occuper des agresseurs pour pas qu'ils recommencent, qu'ils récidivent, parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils font de la prison, ils ressortent, ils recommencent, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils faisaient ça. Mais vous, votre avis, vous pensez qu'à 17 ans, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Si, pour moi oui. Oui, oui. Oui, que c'était pas des jeux d'enfants. Pour moi oui. C'est pour ça que je fais tout ce chemin, parce que justement
d'en faire un combat et de faire de la prévention vis-à-vis des enfants pour qu'ils comprennent que cette emprise, ils doivent parler et ils doivent couper tous ces schémas qui sont assez morbides en fait. Votre grand frère d'ailleurs va se retourner vers vos parents. En fait, il va leur dire que c'est un peu leur faute. Oui, voilà. Bah évidemment, il faut trouver un coupable, alors c'est plus facile de trouver... Il leur dit qu'ils n'ont pas bien appris le bien et le mal, Voilà. ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. C'est ça, exactement. Il renvoie la faute sur eux. Et bien sûr. Ben oui, parce qu'il n'a pas conscience qu'il est malade, en fait, entre guillemets. Donc il faut trouver un coupable. Donc c'est facile de se retourner face à mes parents, bien sûr. C'est terrible ce que vous avez vécu, bien évidemment, mais je pense que pour vos parents, en fait, c'est aussi terrible parce que non seulement ils culpabilisent de ne pas avoir vu, et en plus le frère leur dit c'est votre faute. Bien sûr. Ah, oui. C'est-à-dire que eux ils sont au milieu de tout ça et finalement tout leur tombe dessus. Complètement. Ah bah là, ça a été un éclatement familial. Hein. Ça part dans tous les sens. Moi, je peux plus supporter. C'est des colères répétitives. Disons qu'après, quand on est victime et qu'on a le courage de parler, on trouve que ça va pas assez vite et donc on a envie d'être reconnu, c'est-à-dire notre souffrance, tout ce qu'on a essayé de cacher et de survivre pendant toutes ces années. Donc finalement, je me mets aussi à la place de mes parents. J'ai quand même un côté bienveillant en me disant, voilà, je sais que c'est terrible ce que je vous annonce, mais c'est pas à la hauteur de ce que j'attends et pour moi c'est trop long en fait. Va y avoir un moment qui va être compliqué, c'est le mariage de votre petit frère. Parce qu'au mariage de votre petit frère, il y a votre grand frère. Tout le monde sait à ce moment-là dans la famille ce qui s'est passé. Et on vous demande d'assister à ce mariage alors que votre grand frère est là. Complètement. Après avoir dit la vérité. Donc c'était juste insensé et absolument impossible de me retrouver face à face avec mon bourreau. C'était intolérable, insupportable. Vous avez dit à un moment, c'est lui ou moi? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Eh ben, je suis pas allée, mon frère non plus. Donc double peine. Double peine pour moi. Comme si encore je vais revivre cette culpabilité. Et pour votre petit frère aussi, qui de coup... Lui, il est perdu. Bah oui, c'était... C'est très très dur pour lui. C'est vraiment quand on dit explosion familiale, on est vraiment... Et dégâts collatéraux en fait. Complètement. Parce que, forcément, pour vos parents, pour votre petit frère... il va vous écrire à un moment, votre frère, votre grand frère. Oui, il m'écrit 2 lettres, effectivement, où il reconnaît les faits, il me demande pardon. Pourquoi il décide de vous écrire? Parce que je menace de porter plainte. Donc, encore dans la manipulation, et c'est ça que j'essaie de faire comprendre à mes parents, et c'est pour ça que ça a duré autant de temps, ce combat familial, c'est parce qu'ils ne prennent pas la mesure de cette manipulation, et que je sais très bien qu'il fait cette lettre pour éviter que je porte plainte. Mais moi, je vois que rien n'avance, et que finalement, je suis encore une victime, et que ça va jamais s'arrêter. Donc à ce moment-là, je décide de porter plainte, là. Et il vous dit quoi dans la lettre qu'il vous écrit? Il me demande pardon, qu'il ne savait pas qu'il faisait mal, qu'il m'aime. Enfin, c'est encore une forme de... À aucun moment vous ne le croyez? Non. Non, pour moi, c'est une manipulation. Vous êtes posé la question ou pas? Oui, mais pour moi, je le connais tellement dans ses manœuvres et dans ses faits et gestes que non, pour moi, c'est vraiment... Mais instantanément, juste, quand vous recevez la lettre, il n'y a pas un moment où vous dites c'est peut-être vrai? Non. Non. Non, parce que j'ai un énorme travail derrière moi, où j'ai justement déposé ce bagage du poids de la culpabilité, de la honte. Donc je ne veux pas revenir en arrière. Non, justement, j'ai réussi à prendre conscience, j'ai les pieds sur terre, et je suis ancrée sur terre pour me dire, justement, ça ne m'appartient pas, c'est pas moi. Mais quand il vous dit que vous aimez, par exemple? Oui. C'est pas vrai? C'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour, mais pour moi, c'est pas une façon de vous-même m'aimer. qui avez dit ça un peu plus tôt, là, quand on parlait. Vous-même, vous avez dit, en fait, il m'aimait presque trop. C'est pour ça que je vous repose la question. C'est très paradoxal, en fait. C'est une forme d'amour. Disons que c'est un amour qui n'est pas, on va dire, fraternel. C'est un amour d'adulte entre un homme et une femme. Donc, c'est pas normal. Pour moi, j'appelle pas ça l'amour d'un frère et d'une sœur. C'est pas la même chose pour moi. Dans la conversation, tout à l'heure, vous avez aussi employé l'expression de prédateur sexuel. Oui. C'est un prédateur sexuel, votre frère? Pour moi, oui. Je pense qu'il y a d'autres victimes qui ne reconnaissent pas. Vous pensez qu'il y a d'autres victimes? Oui. Dans la famille? Je pense. Mais il y a la fameuse mémoire post-traumatique. C'est difficile de travailler sur soi et d'aller chercher ses souvenirs. Je suis passée par là.
c'est très compliqué, c'est des douleurs insupportables. Vous en avez parlé à certains dans votre famille? Oui. Certaines filles Oui. de votre famille? Oui, oui. Vous avez essayé de savoir? Il y a eu des faits, elles m'ont raconté ce que je raconte dans mon livre, mais ce n'est jamais allé jusqu'au bout comme avec moi. Après, j'espère pas, mais... Pascal Leveux, psychanalyste, comment on passe d'un amour, parce que c'est un amour fraternel, comme on en a tous quand on a un frère, il y a un amour fraternel, mais comment cet amour à un moment donné peut dévier à ce point-là? Alors, j'aimerais rebondir sur 3 aspects. Je vais être peut-être un tout petit peu long. L'aspect transgénérationnel que vous avez décrit, il est extrêmement important. On l'a décrit, il faut relire L'écorce et le noyau de Nicolas Abraham et de Maria Torok, qui est absolument excellent. Théorie de l'encryptement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un va révéler quelque chose. C'est rare néanmoins qu'on refasse ce qui s'est passé avec un grand-père. Mais malheureusement, peut-être qu'effectivement, il a signifié, il est passé à l'acte pour justement révéler les choses. Deuxième partie, c'est que vous êtes à 5 ans où justement il y a un encryptement moral, c'est-à-dire que la sexualité, elle n'existe plus après un émoussement. Lui, il est à 11 ans, il commence à avoir un émoussement sexuel. Et il va le vivre parce que dans une fratrie, il y a des désirs. Je dis pas qu'il faut les passer à l'acte, parce que c'est abominable. Oui, mais normalement, c'est c'est les parents qui mettent des barrières. Mais, bien évidemment. La société, les parents, l'environnement, l'éducation, etc. Et puis ensuite, il y a ce que vous décrivez comme l'emprise. Alors je sais qu'actuellement, on veut faire entrer, notamment dans le code pénal, la notion d'emprise. Vous parlez de prédateur, etc. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais effectivement, pour répondre à votre question, Jean-Marc, c'est pourquoi à un moment donné, entre enfants, entre frères et sœurs, on passe à l'acte. Ça dérape. Et comment ça dérape et comment on subit ces ravages par la suite. Moi, je suis ces sujets de pédocriminalité, on va dire, depuis longtemps. Et c'est atroce ce que vous avez subi. Et ça, il faut le condamner de manière extrêmement ferme. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça bascule? Ça bascule tout simplement parce qu'il n'y a pas de barrière. Tout simplement parce que à un moment donné, on joue. Et j'ai compté à peu près le nombre de fois où vous avez parlé de jeux sexuels, jeux érotiques. On l'entend d'ailleurs dans la société. Je crois que c'est à peu près 30-40 fois depuis tout à l'heure que vous avez utilisé ce terme-là. Et en fait, c'est le jeu. Et le terme de jeu, effectivement, pour quelqu'un qui est un prédateur, pour quelqu'un qui a un peu, pardonnez-moi le terme, un peu dévié, justement, ça va s'inscrire dans un jeu et il ne sera pas dans la normalité, il ne sera pas comme vous et moi à se dire, non, j'ai pas le droit de le faire. Sur le plan juridique, en 2017, vous avez décidé de porter plainte. Oui. Et on vous a dit à ce moment-là que les faits étaient prescrits? Voilà. Donc à ce moment-là, les faits, c'était 20 ans, ma prescription. Donc j'étais à la limite, donc les faits ont été prescrits. Donc il y a eu un changement de loi en 2018. Tout à fait, avec la loi On est passé à 30 ans, après la majorité. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez porter plainte jusqu'à ce que vous ayez 48 ans. Voilà. Vous êtes en dessous aujourd'hui. Donc vous avez retenté. Voilà. Et on vous a répondu. J'ai été déboutée parce que les faits étaient déjà prescrits la première fois. Alors, Maître Florence-Oise, il faut nous expliquer ça, parce que comment ça se passe, puisqu'elle a moins de 48 ans, donc a priori, elle devrait rentrer dans la loi. Non, parce que la loi n'est pas rétroactive. Et que lorsque la loi, dite loi Schiappa, de 2018, a permis, si vous voulez, aux victimes de déposer plainte 30 ans après leur majorité, donc jusqu'à l'âge de 48 ans, et si les faits, au moment, à partir de 2018, étaient déjà prescrits pour la victime, elle ne pouvait pas bénéficier de cette prescription. Maintenant, une loi vient d'entrer en application le 21 avril 2021, qui a introduit justement une nouvelle prescription qui s'appelle la prescription glissante, qui permet aux victimes dont la prescription est acquise, c'est-à-dire les faits sont prescrits. Donc dans le cas de Virginie, par exemple. Dans le cas de Virginie, si d'autres personnes ont été victimes, d'allonger la prescription, et si ces victimes ne sont pas sous le coup de la prescription des faits dont elles ont été victimes, d'allonger la prescription du premier plaignant. Par exemple. C'est un peu compliqué. C'est technique. J'ai essayé, vous allez me dire si j'ai bien compris. Par exemple, dans le cas de Virginie, ces faits sont prescrits. Si on s'aperçoit que cet homme a violé il y a 10 ans quelqu'un, donc là, les faits ne sont pas prescrits. Et tout à coup, les faits qui concernent Virginie ne sont plus prescrits, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'elle bénéficie, si vous voulez, justement, cette prescription glissante fait que, pour des gens comme vous, dont les faits sont prescrits par la loi, comme c'est le cas aujourd'hui, si demain,
une personne va déposer plainte et que les faits ne sont pas prescrits, Pour elle. l'empire, pour elle, de la nouvelle loi, vous bénéficierez de cet allongement de cette prescription. Est-ce que vous avez envie de vous battre juridiquement, justement, quand vous apprenez ça? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite porte, hein, c'est une petite porte, effectivement, pour qu'il puisse y avoir un procès vous concernant. Vous avez envie de vous battre pour ça? Alors en fait, je vais faire un par chronologie parce que justement il y a une réponse. C'est que suite à ce déboutement, j'ai un cri de colère et là je me mets à écrire ce livre parce que je ne serai pas entendue par la justice, donc je voudrais que les écrits restent en fait. Et j'ai besoin, c'est comme une fin de thérapie, un exutoire. Et j'écris toutes les nuits, je suis enceinte de 7 mois de ma fille et je veux surtout pas donner tous ces bagages, cette colère, cette haine. Je ne veux pas, je veux couper tout ça. Donc j'écris ce livre. Et en fait, mon livre est sorti il y a 4 mois, donc c'est pas très vieux tout ça. Hein. Et il se passe un élan incroyable avec ce livre, parce que beaucoup de victimes se reconnaissent. Beaucoup de gens, je suis dans le milieu du spectacle et du cinéma, évidemment, j'ai beaucoup de messages. Et en fait, il y a un élan incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Et on va pas dire que la colère s'estompe. Et en fait, j'en fais un chemin de bataille. Je suis dans un nouveau combat, puisque je suis dans la prévention dans les écoles avec l'association Les Papillons. Je m'occupe de faire de la prévention avec plein de bénévoles dans les écoles, les collèges et les clubs sportifs. En fait, votre colère, vous l'avez transformée Complètement. en quelque chose de positif Complètement. qui est d'aider les autres. Complètement. C'est ce que vous avez voulu Et faire. en 4 mois, il y a un élan. Je pourrais même pas expliquer. C'est ce qui se passe avec mon livre, c'est fabuleux. Et j'enchaîne pas mal de médias parce que justement, de pouvoir porter ma voix. C'est vrai qu'on dit de libérer la parole, oui, c'est une chose, mais c'est ce qui se passe tout derrière, hein, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut essayer à notre échelle. Et ça commence par les enfants, de leur apprendre. Et c'est vrai qu'au contact des enfants, on apprend tellement de choses terribles que là, on se dit qu'il y a beaucoup de travail à faire. On a envie de savoir aujourd'hui où ça en est dans vos relations humaines, en revanche, avec vos parents. Alors justement, c'est un long parcours familial et là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement et on avance tous ensemble parce que je veux prouver justement en tant que victime et en tant que famille de victimes qu'on peut aller de l'avant et qu'on peut faire ce beau travail de résilience. Donc ça se passe bien avec eux? Très bien, oui. On en fait une belle famille, tous ensemble. Avec votre grand frère? Je n'ai pas de contact. Mais je sais que mon livre a fait beaucoup de dégâts. Mais j'en sais pas plus. Vous n'avez pas envie de lui parler directement, de lui dire des choses? Non, ça m'appartient plus. J'ai fait mon travail maintenant. C'est à lui de faire son travail. Vous aimeriez quoi? Qu'il s'excuse à nouveau? Qu'il vous contacte? Vous aimeriez quoi? Les excuses, ça sert pas. Il faut agir. Ce sont les actes. C'est une véritable prise de conscience, en fait. Et il n'en est pas du tout là. Quand vous avez écrit ce livre, quand vous avez décidé de médiatiser votre histoire, votre frère était marié? Oui. Il avait des enfants? Vous y avez pensé à l'onde de choc? Bien sûr que j'y ai pensé. Et je le fais aussi, ce livre, pour ses enfants. Parce que je veux plus qu'il y ait le déni et puis les secrets. Il faut justement qu'on casse tous ces schémas parce que ces enfants, je ne sais pas ce qui se passe. C'est dur pour ces enfants d'apprendre Bien sûr, mais est-ce que qu'ils sont leur pas père est un victimes? violeur. Mais est-ce qu'ils ne sont pas victimes? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils ne sont pas victimes de lui? C'est ça le problème. Et oui. Donc du coup, il faut quand même avancer et il faut qu'ils sachent. Ça fait partie d'un parcours familial. Ces secrets, je les ai gardés de génération en génération et j'essaye justement de couper tout ça. Bien sûr que ça va être dur, mais c'est un devoir qu'ils le sachent, les enfants. Et votre petit frère? Mon petit frère est à mes côtés. On est vraiment en soudés et dans l'amour et la bienveillance. Oui, vraiment. Il se remet, lui, de tout ça? Il s'en remet, oui. Tout doucement, mais vu que l'acte d'amour, on va dire, qui est tellement présent dans notre famille, on est tellement soudés que ça nous a porté des ailes, oui. Vous savez, c'est assez étonnant parce que quand je vous entends et quand je vous vois, je me dis que finalement, dans cette famille, le pilier, c'est vous. Assez bizarrement. C'est vrai que je suis dans une très très grande famille et je voudrais être un peu ce témoin de casser ce schéma pour que tout le monde... J'ai presque le sentiment que c'est vous qui tenez tout le monde, en fait. Je sais pas, mais
En tout cas, j'essaye d'apporter justement cette lumière et je veux vraiment faire ce combat. Et c'est vrai que cet élan, comme je vous disais tout à l'heure, je me sens bien, je me sens apaisée et je suis contente de pouvoir témoigner, de pouvoir parler pour justement que les victimes aient le courage déjà de faire une thérapie et ensuite de pouvoir porter plainte. Mais c'est tellement des processus qui sont tellement compliqués, je peux à mon petite échelle les accompagner. Et pour en savoir plus, il y a votre livre. Oui. Justement, vous avez raconté votre histoire dans un livre qui s'appelle La Barque Noire, qu'on voit à l'antenne et qui est paru aux éditions Les Presses du Midi. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous.